personnes, mais on se doit de respecter le timing qu'on a posé. Donc bonjour à tous et par la même occasion, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je tenais d'abord à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation à cette première journée des rencontres partenariales 2019. 5 autres dates sont prévues d'ici le mois de juin et sont programmées de façon mensuelle. Donc on vous propose un rendez-vous une fois par mois. Alors, je vous propose de poser le regard sur le rétroviseur et de regarder un an en arrière. Plus exactement, de revenir au 9 janvier 2018. C'est une journée anniversaire pour le coup, parce que avec ma collègue Marie Mazerolle, qui est présente dans la salle et je l'en remercie parce que sa présence, je la considère comme un soutien. Donc avec Marie, qui était alors directrice adjointe du DITEP OVE Montferrand-Volvic, nous avons démarré la mise en place et la conduite d'une action déterminée dans le cadre des travaux concernant la mise en dispositif des ITEP. Donc travaux menés au niveau de l'ARS de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, cette action visait plus particulièrement à répondre à une nécessité de maillage de proximité des acteurs, à la fois des secteurs sanitaires, social et médico-social, et ceci afin de garantir une plus grande fluidité des parcours des jeunes qui nous sont confiés et aussi de limiter ces ruptures de parcours. Alors pour ce faire, il nous semblait essentiel de mettre en présence les différents acteurs et de leur donner l'opportunité de se présenter, mais également de les aider à faire émerger les différences de point de vue, souvent inhérents aux logiques organisationnelles et conceptuelles des structures ou services auxquels chacun est rattaché. Alors, l'idée de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble nous semble aujourd'hui renforcée par un changement de paradigme qui, pour le coup, s'impose à nous tous. C'est-à-dire celui de sortir des logiques de placement pour aller vers des logiques de parcours. Ce qui pourrait bien demander à chacun de nous de réfléchir encore plus à son intervention en termes de complémentarité et de cohérence entre les différents acteurs concernés par une même situation. Ce nouvel exercice va sûrement nous inviter à opérer dans une co-construction entre professionnels et avec les familles, à la construction en partenariat de parcours de plus en plus inclusifs. Aujourd'hui, donc, s'ouvre la 2e édition des rencontres partenariales qui émerge de la volonté d'un collectif d'acteurs issus de tous les secteurs précédemment cités et rassemble une quinzaine de personnes constituées en COPIL depuis le mois de juin 2018. Celui-ci a souhaité prendre le relais de ce que Marie Mazerolle et moi-même avons tenté d'initier l'an dernier sur le département du Puy-de-Dôme, à savoir une culture commune, mais surtout l'amélioration d'une dynamique partenariale. Je vais laisser la parole à Samuel Afan et par cette occasion, avant même de lui donner mon micro, je tiens à le saluer pour tout le travail qu'il a pu opérer et je pense que tout un chacun sera d'accord, ou en tout cas les gens du COPIL élargi, parce que si aujourd'hui on peut communiquer, la question de la communication nous paraît effectivement essentielle, on peut communiquer dans une communication de proximité, mais aussi simultanée. C'est bien parce que il s'est engagé à monter le site des rencontres partenariales et surtout en assurer le suivi. Donc voilà, je tiens à te remercier particulièrement, Samuel. Merci Solange. Alors je vais y aller pour mes remerciements aussi. Je remercie Marie Mazerolle. Voilà, hein, ça fait du bien.
parce que voilà, elle a ouvert un peu un champ en sa présence, et puis par son départ, elle a laissé aussi pour moi cette possibilité de m'engager auprès de ces rencontres partenariales. Je voulais remercier mes directions aussi, qui m'ont laissé un petit peu faire, hein, voilà, une large euh, manœuvre pour faire tout ce qu'il y avait à faire, et c'est assez peu dire. Mes collègues aussi pour me supporter dans tout ce que j'ai à leur apporter, à leur dire et les saouler avec mes idées. Donc tout ça pour et puis remercier l'ARS de soutenir encore on leur laissera la parole juste après pour ce soutien financier et valider un petit peu nos idées qu'on va développer tout au long de ce semestre. Pour commencer, je voulais un peu ressortir une petite définition du partenariat, parce que peut-être on n'a pas tous la même. Alors, je n'ai pas été très loin sur Internet. Le partenariat, une association d'institutions en vue de mener une action commune. Et du coup, c'est bien ça qu'on a beaucoup potassé, cette action commune, ce qu'on a appelé, nous, ah, voilà, la culture commune. Et de là vient des objectifs 2019 qui sont assez bien définis. C'est mettre en œuvre une culture commune opérationnelle en travaillant sur les concepts qui la composent et les projets concrets de partenariat. Alors c'est venu un petit peu de tout ce qu'on a pu travailler sur 2018, en se disant qu'il fallait quand même être un peu plus dans l'opérationnalité aujourd'hui, et qu'en même temps on avait besoin de concepts. Et aujourd'hui on va en parler des concepts. Ça se décline avec une recherche, le partage de construction d'outils, hein, pour rendre le bricolage plus efficace. Développer une recherche conceptuelle de la définition de partenariat avec des approches différentes, scientifiques comme aujourd'hui, philosophiques comme on aura dans quelques temps, juridiques et culturelles. C'est aussi développer des recherches transversales sur le partage d'informations, comme sur les écrits professionnels, où on est bien en panne des fois sur qu'est-ce qu'on peut diffuser. Sur cette notion de société inclusive, hein, qui nous fait parler, qui nous fait réfléchir, et puis qu'on a du mal encore à définir très précisément. L'interculturalité, l'interdisciplinarité. Rechercher aussi plus largement l'implication des usagers et de leurs familles afin de les associer et de construire avec eux. Alors là aussi, on a choisi une des journées où je vous invite à participer. Voilà, les familles ont une place, et on ne sait pas encore exactement laquelle leur laisser, laquelle leur, euh, leur donner. Enfin voilà, y réfléchir et définir quelque chose de plus concret ensemble serait largement approprié. Poursuivre une action ouverte aussi avec les secteurs social, médico-social, sanitaire, éducation nationale, PJJ, et puis chercher à mobiliser plus largement les acteurs du territoire. J'espère qu'aujourd'hui on est un peu réussi, même s'il y a encore du travail à faire. Donc devant le constat 2018 sur la perte de sens que provoque le trop d'informations, nous avons voulu construire ensemble un programme qui cherche à développer un partenariat aujourd'hui en quête de sens. Voilà, c'est ce qu'on retire de 2018. Donc je ne vais pas refaire toute la liste, mais les apports scientifiques aujourd'hui, de l'apport législatif la fois prochaine, un apport philosophique, des retours d'expérience, et puis des projections sur l'avenir, puisque il y a bien des choses qu'on entend parler et puis qu'on a à découvrir. Les rencontres partenariales au service de la fluidité dans les parcours sont donc une recherche pour rendre plus fluide le parcours des personnes accompagnées. Mais cette fluidité provoque en cascade un besoin de flexibilité dans les parcours professionnels et de l'agilité dans les organisations, les services, les structures ou les lieux de vie. Nous sommes bien également amenés à travailler sur des thèmes qui sont aussi vus et revus dans des temps et des espaces différents. Et pour nous, ça, c'est aussi quelque chose qui est important, parce que dans la communication redondante et par des voies multiples, le partenariat peut réellement se redéfinir. Donc, c'est quelque chose qui nous est cher, et on voit bien que ça bouge autour de nous, et ça a tout intérêt à avoir même des lieux différents pour le travailler. Donc c'est donc dans cette volonté que le soutien de l'ARS vient appuyer la possibilité de faire émerger un partenariat plus fluide. Et en cela, la proposition de participation aux ateliers en fin d'après-midi vise un meilleur repérage dans nos situations de travail qui se complexifient, et une meilleure participation de chacun dans la production de l'interconnaissance. Nous essayons aussi ce petit mot. Hein.
Donc, je vais laisser la parole à Béatrice Patureau-Miran et à Alice Kumpf de l'ARS qui viennent aussi en soutien. Voilà. Bonjour à tous. Je me présente, Béatrice Patureau. Je ne connais pas tous. Je suis responsable du pôle autonomie qui est en charge le suivi des établissements et services sur le secteur du handicap et sur le secteur personnes âgées. Et donc, vous connaissez très bien, évidemment, donc, responsable du service handicap, donc la délégation départementale du ARS. Donc, nous sommes vraiment ravis d'ouvrir cette deuxième édition des rencontres partenariales qui ont été initiées donc, l'année dernière dans le cadre de la déclinaison, la mise en œuvre du DITEP, qui est donc issu de la loi de modernisation du système de santé et désormais codifié dans le Code de l'action sociale et des familles. Nous remercions évidemment l'organisation de Madame Crouzet et Monsieur Ferraud à FAM. Et l'objectif est, comme vous l'avez dit, donc, de chercher une culture commune à développer et une interconnaissance réciproque de chacun des acteurs concernés dans le cadre de la déclinaison de ce dispositif. Et du coup, pour faire le lien donc, avec un peu ce qui s'est pu se passer l'année dernière, j'ai la parole à Alice. Oui, bonjour à tous. Oui, donc l'année dernière avait été donc la première édition de ces rencontres qui avait donné lieu déjà à 6 séances avec des interventions des différents professionnels relevant d'institutions qui étaient venus un peu parler de leur organisation et de leur mission. Les après-midi étaient consacrés à des échanges de pratiques entre professionnels. Alors bien évidemment, l'ARS, comme le dit Béatrice, a accompagné la mise en place de ces rencontres car il est effectivement essentiel de bien connaître les périmètres d'action de chacun, si on veut parler partenariat, de connaître ses forces mais aussi ses faiblesses, pour pouvoir travailler ensemble le dispositif et renforcer la cohérence des réponses que vous pouvez offrir. Aujourd'hui, cette deuxième édition de rencontre, comme l'a dit Monsieur Ferraud, évolue avec la mise en place d'un comité de pilotage qui s'engage dans cette démarche. La venue de conférenciers autour des thématiques de l'inclusion, du partenariat des familles, mais aussi la création d'une plateforme, comme ça vous a été dit, collaborative, où chacun pourra aller chercher des informations et aussi échanger, ce qui est important dans la communication et le partenariat. L'ARS va donc suivre avec un grand intérêt le déroulement de toutes ces journées, des 6 séances à venir jusqu'au mois de juin, c'est ça. Notamment, on peut déjà vous annoncer la présence de la directrice de l'autonomie, Madame Le Sen, qui viendrait à la table ronde qui est organisée le 10 avril. Ceci dit, le 10 avril pourrait être ouverte à l'ensemble des régions, des ITEP de la région. Voilà. Je laisse conclure Béatrice. Nous vous souhaitons effectivement des sessions de travail qui vous être utiles et qui soient fructueuses pour développer ce partenariat dont tout le monde a besoin pour mettre en place cette évolution de l'offre qui nous impacte tous, chacun à notre niveau. Merci. Donc voilà, je vais laisser la parole à Jean Leprince qui vient de Belgique nous parler d'une méthodologie particulière. On vient un petit peu bousculer les esprits avec une conférence spécifique, singulière, je ne sais pas, je cherche des qualificatifs. Dérangeante, voilà. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous et merci pour votre accueil. Je vais d'abord faire une première chose que tout orateur devrait faire, c'est se mettre au niveau des participants de la conférence. Il faut souvent pouvoir descendre de son piédestal et ça arrive assez souvent, notamment lorsque on doit travailler en groupe. Il y a des leaders, des suiveurs. Ce n'est pas forcément eux qui ont les meilleures ou les moins bonnes idées. Mon rôle aujourd'hui,
va être double et difficile. Ah, j'oubliais une autre chose. Le conférencier doit aussi se mettre dans le ton. Comme je ne savais pas qui j'allais rencontrer, je m'attendais à voir des vieux bonzes. Ce n'est pas le cas du tout, tant mieux. Donc je disais que mon tâche allait être difficile. Je vais essayer de faire court puisqu'on a déjà mangé pas mal de temps. Et difficile à 2 titres. D'abord parce que je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir parce que quand on parle de biomimétisme, quand on parle de respect de la nature, quand on dit que la nature a tout à nous apprendre, les grands conférenciers actuels, notamment Idriss Aberkan, qui est un homme que j'adore, c'est Janine Banyuls, américaine, et d'autres, ces conférenciers, par leur biomimétisme, vont vous expliquer et vont vous convaincre de pourquoi le biomimétisme est important. Mon rôle à moi, c'est de vous apprendre comment on peut y arriver. L'un travaille sur la philosophie, moi je travaille sur la méthode. La deuxième chose qui fait que ce sera difficile, c'est que je vais d'abord commencer par vous vexer. Vous allez voir ça. Excusez-moi, je suis un tout petit peu nerveux. C'est la première fois que je donne cette conférence, que j'ai montée spécialement pour vous. Ça, c'est l'illustration des principes de créativité que nous enseignons. Quand ça ne marche pas ou quand ça risque de ne pas marcher, il faut faire les choses à l'envers. La conférence, donc, je vais vous expliquer, cette conférence va être un tout petit peu écourtée, mais nous allons survoler quelques principes importants. Vous allez être déçus pour une deuxième raison, c'est que vous vous attendez à ce qu'on vienne parler de biomimétisme, de gestion de crise dans les systèmes complexes, puisque ce sont les fourmis qui sont au centre de cette conférence et de cette réunion. Et merci en cela à Samuel qui a su détecter dans notre livre la richesse cachée, et bien cachée, je crois aussi, en tout cas pour le commun des mortels, mais qui ne demande qu'à être approfondie avec une guidance, avec notre guidance, avec la guidance de Samuel, qui est devenu presque un maître dans cette matière. Si. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi vous ne réfléchissez pas bien. Ça, c'est la première vexation. Ensuite, je vous apprendrai, je vous expliquerai que pour contrer ces difficultés de perversion qu'a notre esprit, une méthode est toujours bien plus facile à suivre qu'une simple intuition qui très souvent ne mène à rien. Même Léonard de Vinci le disait. La base de notre méthode, nous allons le voir juste après, c'est de chercher une contradiction. Pourquoi ? Et nous allons le voir lorsque un problème survient et lorsqu'on est face à un problème. C'est très souvent parce que quand je veux améliorer quelque chose, il y a un autre truc qui m'emmerde derrière. Il y a toujours une contradiction. Et nous allons voir au travers d'un exemple pourquoi c'est comme ça. Ensuite, toujours sur base de cette méthode, nous allons passer de la technologie à la biologie. Pourquoi ? Parce que la méthode dont nous nous inspirons, qui est une méthode extrêmement ancienne, elle a été développée par un militaire, ingénieur, dans la fin des années 40, s'appuyait sur la connaissance qu'on pouvait retirer des brevets les plus efficaces, qui ont été classifiés selon le type de solution qu'ils apportaient et selon le type de problème qu'ils devaient résoudre. Nous allons voir comment on peut passer des exemples technologiques aux exemples naturels. Ensuite, mais là je ne pense pas que nous aurons le temps, sauf si vous le réclamez à grands cris, j'ai préparé un exemple de résolution de problèmes selon la méthode biomimétique et comment nous avons pu, dans une grande société qui produit du matériel médical, apporter une solution à un problème insoluble
grâce à des exemples naturels, nous verrons si nous pouvons le faire. De toute façon, les slides de cette conférence seront disponibles sur le site de l'organisation et vous pouvez toujours prendre une de mes cartes de visite à la sortie sur la table de la réception. Si vous avez des questions particulières à poser ou des détails que vous souhaiteriez voir développés, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit email ou vous passez voir sur mon site. Ensuite, nous allons brosser, grosso modo, le pourquoi les fourmis sont importantes. Ce sont des observations suite à une étude depuis 20 ans des colonies de fourmis, notamment dans les steppes. Et puis, nous allons conclure juste après que Samuel aura apporté son témoignage sur ce qui lui semble être important dans les recherches que nous avons menées, s'agissant de l'observation des fourmis pour en tirer des leçons de management en matière de crise dans les systèmes complexes. Et les systèmes complexes, c'est notamment toutes vos institutions qui essayent tant bien que mal et le mieux possible de travailler ensemble, mais vous vous êtes aperçu qu'il y avait quand même parfois des petites choses qui n'allaient pas. La méthodologie que nous utilisons et que nous avons déjà utilisée notamment pour l'Agence spatiale européenne et notamment pour traiter les problèmes de terrorisme pendant les Jeux olympiques, nous allons pouvoir montrer que cette méthode est parfaitement applicable dans votre... Bon, alors commençons. C'est la première des vexations. Je vous raconte une petite histoire. Très simple. C'est à la limite d'un enfant de 2e primaire. À la fin de cette histoire, je vous poserai une question. Faites bien attention. Vous pouvez même prendre des notes. Vous avez 5 pommes. Alice vous en prend 2. OK, on suit. Bernard ajoute 3 pommes. Karine mange 1 pomme. Des pommes qui vous restent, vous en donnez 1. Tout le monde a bien suivi? Bon, ma question. Combien de fois j'ai prononcé le mot pomme? Donc, c'est la première leçon. Vous avez été forcé, votre cerveau vous a forcé à faire exactement comme toujours. On parle de chiffres, ok, je compte, ça va, mais vous oubliez le reste. Avec une méthode que l'on suit, ça n'arrive pas. Maintenant, 2e exercice. Lisez les mots qui apparaissent. Bon, madame, vous lisez le premier, à gauche, au-dessus. Oui, par exemple. Bien. Suivant. Et puis, ok, là, on peut continuer, c'est facile. Maintenant, dites-moi. Bon. Attendez. Hop, excusez-moi. Voilà. Petit bug. Maintenant, vous dites la couleur. Voilà. Oui. C'est bien plus difficile. Hein? OK. Ça, c'est parce que notre esprit a aussi été, depuis notre plus tendre enfance à l'école, on a appris à lire. On lit. On n'a pas pu apprendre à sentir les choses. On n'a pas pu apprendre à voir les choses. Un mot écrit, OK, ben on lit le mot. Toujours ce qu'il faut faire. Les humains ne sont pas les seuls. Vous voyez là un troupeau de moutons. Au départ, il y avait un grand enclos. Ils étaient tous renfermés et on les faisait sortir par une barrière. Pendant des générations, un jour, on a enlevé l'enclos. On a laissé que la barrière. Ils continuent à passer par là. Donnez-moi 3 secondes, s'il vous plaît.
suis un peu nerveux, moi, aujourd'hui. Bien, on continue. Okay. Lors des premiers voyages spatiaux à la NASA, les magnifiques ingénieurs se sont rendus compte que en apesanteur, un stylo, ça fonctionne. Pas tout le monde aurait pu le dire. Mais bon, ils l'ont constaté et ils se sont dit, bon, nous, ingénieurs, nous sommes les meilleurs ingénieurs du monde, ben, on va fabriquer quelque chose pour ça. Comment est-ce qu'on doit faire techniquement, physiquement, pour qu'un stylo puisse fonctionner en apesanteur? Ça l'a coûté bonbon et ils l'ont fait. Et j'en ai eu un. C'est vrai que ça fonctionnait bien, c'est vrai aussi que c'était vraiment très cher. Solution technique magnifique. Contre, c'est au niveau de la question. Départ de la question qui n'était pas bonne. Les Russes avaient ce même problème. Ils se sont posés les mêmes questions. Est-ce que ça valait vraiment la peine de dépenser autant d'argent? Eh bien, figurez-vous que la plupart de nos grosses têtes, la plupart de nos ingénieurs, ici ou ailleurs, ils ont un bagage, ils ont un diplôme, ils veulent s'en servir, ce sont quand même les meilleurs. Donc on leur pose un problème, eh bien, ils vont aller au-delà du problème, ils vont aller plus loin. Ils n'auront pas cette humilité de revenir au départ et de se poser la bonne question. Déjà, quand vous avez un problème, écrivez le problème. Écrivez ça avec des mots, avec des chiffres, peu importe, mais écrivez-le et puis élaguez. Comment on fait avec les arbres chaque saison pour qu'ils portent plus de fruits. Donc, revenir à une certaine humilité. Ça se résume en une petite phrase que j'aime beaucoup. Si l'outil que tu maîtrises le mieux, c'est le marteau, tu verras tous les problèmes comme des clous. Méditer, c'est important. On a rarement vu dans une usine de production un ingénieur électricien penser que le problème de la machine est un problème chimique. Il ne va pas l'aborder sous ce problème-là. Et le chimiste ne verra pas non plus, lui, que c'est peut-être un problème de température, un problème de fiction. Eh bien, il pourrait le voir s'il avait utilisé une méthode dès le départ. Une méthode pas à pas. Notre méthode, et c'est là qu'on en arrive à la réponse à tous ces petits problèmes qu'on vient de voir jusqu'à présent, l'important, c'est de suivre une méthode. Notre méthode à nous se base sur les contradictions. Quand je veux améliorer un paramètre de n'importe quel système, on va voir un petit exemple. Quand je vais améliorer quelque chose, il y a forcément quelque chose après qui vient m'emmerder. Exemple que nous allons voir, ce sera l'exemple d'une automobile. On peut classifier une situation quelconque avec des paramètres. Pour les paramètres, c'est la température, la pression, le volume, la longueur, la distance. Ces 39 paramètres, on n'en trouvera pas beaucoup plus. Donc, on peut toujours qualifier quelque chose. Et nous allons prendre l'exemple de la voiture. Je veux améliorer, je construis des voitures. Je veux améliorer sa vitesse, mais je sais que, je l'ai testé, quand je veux que la voiture aille plus vite, elle consomme plus. Il y a une contradiction entre deux paramètres. Tous ces paramètres, dans notre méthode, ont été rassemblés sur ce qu'on appelle une matrice. Bref. Vous voyez en abscisse depuis 1 jusque tout en bas, depuis 1 à 39, je liste les 39 paramètres possibles. Et en ordonnée, je les liste aussi. Ce sont les mêmes. En vertical, je vais aller repérer le paramètre
que je veux améliorer. Voilà. Je veux améliorer la vitesse de l'objet. D'accord? Donc, on est en abscisse, paramètre 9, la vitesse. Et je veux je vois que je vais donc détériorer sa consommation. Paramètre 19. Entre les deux, dans une petite case, je vois 2 chiffres. Ces 2 chiffres-là font partie d'une série de 40 chiffres que nous appelons les principes inventifs. Et lorsque j'observe cette contradiction, la matrice me dit, pour résoudre cette contradiction et essayer que ton problème soit résolu sans que cela ne te coûte de l'énergie en plus, eh bien, va un petit peu lire ces 2 principes inventifs. Le premier principe, le numéro 35, me dit qu'il faut changer le paramètre de l'objet, ici en l'occurrence. Donc sa consistance, sa température, changer la pression, changer la forme. Me dit pas encore grand-chose. Mais le deuxième principe, le principe de contrepoids, me dit, c'est écrit, aérodynamisme. Alors là, effectivement, je comprends que je dois, dans mon objet, améliorer son aérodynamisme et cette contradiction aura été totalement mise de côté. On vient de voir le principe numéro 35, principe numéro 8, je vous ai dit il y en a 40. On va prendre quelques autres exemples. Voilà, le principe numéro 5 me dit essayez de grouper. Si vous avez un problème, essayez de grouper les choses. Et effectivement, si dans un immeuble, plutôt que d'avoir une série de petits ascenseurs, je pouvais faire en sorte que 2 ascenseurs couplés, par exemple, on puisse enlever une paroi pour le faire monter ensemble, on a un monte-charge. C'est un autre principe inventif aussi. Un autre principe très connu, le principe de la segmentation. Comme par exemple pour les emballages en portions individuelles. Mais il y en a plein d'autres. Une barre de chocolat peut être segmentée en portions, etc., etc. Donc nous avons vu, voilà encore un autre. On sait combien il est difficile souvent d'aller chercher le ketchup au fond de la bouteille. Eh bien voilà un principe qui nous permet de ne pas avoir ce problème. Maintenant, comment allons-nous passer de la technologie à la biologie? Vous connaissez probablement tous les exemples habituels que l'on rencontre dans la nature et dans la technologie et que l'on met en avant très souvent. Pardon. De nombreux exemples sont mis en avant pour expliquer les bienfaits du biomimétisme. Ils ne sont pas tous vrais. Hein. Enfin bon, peu importe. Ils existent et c'est toujours très bien. Il y a énormément de technologies qu'on appelle, qui s'inspirent de la nature, comme par exemple le carlingue d'avion qui s'inspire de l'ossature des oiseaux. Pour être beaucoup plus légère. Pour le scratch, ça vous le connaissez tous. On est d'ailleurs en train actuellement de faire des recherches sur le scratch pour éviter que ce ne soit du plastique, mais que ce soit d'autres matières végétales qui vont être utilisées pour le produire. Les grands dômes en abeille, on connaît aussi le sonar, beaucoup oublié que ça vient que ça vient des animaux, que ce soit les dauphins, que ce soit la chauve-souris, on s'en est largement inspiré et ce n'est pas tout. Par contre, on a pu estimer que jusqu'à présent, la technologie a emprunté seulement 12% de ces solutions à la nature. Donc, c'est-à-dire que on peut remarquer que 12% des solutions technologiques connues actuellement, on retrouve une source dans la nature. Ce n'est pas pour ça qu'on les a copiées, hein, mais on les retrouve effectivement. Mais ça veut surtout dire que le futur de la technologie devra de plus en plus s'inspirer de la nature pour aller rechercher de nouvelles solutions à des solutions techniques
qui aujourd'hui nous coûte quand même pas mal d'argent, nous coûte d'énergie, nous coûte beaucoup d'énergie et qui a encore pas mal de travail à faire. Et cela, ça va demander une collaboration de plus en plus intense entre les techniciens et les biologistes. Pourquoi? Parce que c'est une autre grande différence. La nature utilise surtout de l'information. La technologie utilise surtout de l'énergie, ce qui est extrêmement difficile et préjudiciable, évidemment, pour notre planète, et de plus en plus cher. Quand je dis que la nature utilise surtout de l'information, comprenons en gros qu'un organisme naturel va d'abord s'arrêter, va réfléchir, va regarder qu'est-ce que j'ai autour de moi qui va m'apporter quelque chose que je pourrais utiliser. Il va chercher une information. Je regarde un arbre, je vois comment cet arbre fonctionne. C'est une information qu'elle me donne, que cet arbre me donne. Et cette information, je vais l'utiliser. C'est comme ça que fonctionne la nature vivante. Pour ça, je vais passer rapidement, parce que je vous en ai déjà parlé. Ce sont des références extrêmement importantes pour nous, notamment chez Philippe. C'est cet exemple-là que j'aurais souhaité pouvoir vous exposer brièvement tout à l'heure, mais on n'aura probablement pas le temps. Donc, Philips est un des plus grands fabricants de matériel médical au monde. Nous sommes en contrat permanent avec Philips pour les aider à résoudre leurs problèmes technologiques de production, d'efficacité, d'économie d'énergie, etc., uniquement en nous basant sur nos connaissances, sur nos connaissances de la nature. L'Agence spatiale européenne, on s'en sert à deux titres. La première fois, l'Agence spatiale européenne, il y a une dizaine d'années d'ici, nous avons convoqué pour nous demander si on pouvait résoudre quelques problèmes technologiques qu'ils avaient pour les prochains voyages sur la Lune et sur Mars. Nous avons été étonnés, je ne me rappelle pas exactement des chiffres, nous avons été étonnés de voir qu'ils avaient listé, donc les ingénieurs de recherche avaient listé une 60aine de problèmes qu'ils avaient identifiés et pour lesquels ils nous demandaient des solutions. Nous les avons trouvés, bien sûr. Mais non seulement on a trouvé des solutions pour ces problèmes, mais on s'est dit, mais enfin, vous n'avez que ça comme problème? On dit oui. Avec notre méthode, on en a découvert plus de 2000 qui n'avaient pas encore été identifiés. Ce qui est quand même relativement grave dans le cadre des prochains voyages interstellaires. Et le deuxième problème qui se posait à ce moment-là, c'est que lorsque un premier équipage allait partir, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, sachant qu'ils allaient se trouver face à des problèmes inconnus, on a donc décidé, l'agence spatiale a décidé que nous allions former les voyageurs de l'espace et aussi les équipes au sol. Au niveau technologique d'abord, en leur apprenant notre méthode, puisqu'ils puissent l'utiliser à bon escient en cas de problème, mais aussi apprendre, leur donner la force psychologique nécessaire et la confiance en eux-mêmes nécessaire pour arriver à ces solutions. Bon, je vais passer sur ces petites choses. De nouveau, vous retrouverez cet exemple sur le site. Alors, maintenant, pourquoi les fourmis? Je vous présente le docteur Olga Bogatirova, qui a pendant plus de 20 ans étudié les fourmis sur le terrain. Pendant plus de 20 ans, elle a travaillé avec son père, qui est aussi un biologiste, mais doublé d'un ingénieur. Et pendant plus de 20 ans, ils ont fait des opérations sur le terrain. Ils ont marqué de couleur un paquet invraisemblable de fourmis de façon à pouvoir les reconnaître et ils les ont suivis. Et une nuit, ils ont démonté un nid, ils ont déterré un nid de fourmis et ils ont été les mettre 5 km plus loin.
Et ils ont de nouveau observé ces mêmes fourmis, qui étaient toujours marquées, bien entendu, et ils ont regardé comment elles se comportent. Est-ce qu'il y a du hasard? Est-ce qu'il y a de l'intuition? Est-ce qu'il y a vraiment une organisation? Eh bien oui, ils ont vu qu'il y a eu une organisation. Bon, dans les premiers jours après le déménagement, chaque fourmi a fait des choses un peu semblent être vraiment fait au hasard, et chacune en solitaire. Après un mois, ils ont vu des équipes se former. Très souvent, c'était les mêmes équipes qu'avant, mais avec aussi de nouvelles équipes, parce que le terrain était différent, le biotope était différent, l'environnement était différent. Et donc, ces nouvelles équipes se sont formées pour faire parfois de nouvelles choses, mais avec une constante, jamais plus de 20-25 individus par équipe. Après, ils ne savaient plus gérer. Ça devenait vraiment la chienlit. Ils ont vu aussi que les leaders dans ces équipes étaient toujours les anciens, les gens qui avaient, enfin des fourmis, qui avaient de l'expérience. Est-ce qu'on peut dire de l'intelligence? Est-ce qu'on peut dire de la mémoire? Nous n'allons pas nous prononcer là-dessus. Nous constatons. Nous constatons qu'il y a des choses qui se font. Pourquoi? On ne sait pas toujours très bien. On ne peut pas le prouver en tout cas. On le convient. Mais on sait que les anciens ont guidé avec de l'expérience. Mais nous savons aussi que parfois, il y a un petit jeune qui arrive et qui a une petite idée, qui a une intuition, qui fait quelque chose qu'on ne lui a pas demandé, et puis qui découvre parfois des choses. On a remarqué, ça, je vous jure que c'est vrai, ça a été redessiné d'après une photo réelle, des millénaires avant qu'Archimède n'ait découvert ou redécouvert ou inventé pour certains le phénomène du levier, les fourmis savaient déjà le faire. Et ça fait quand même réfléchir. Il y en a d'autres choses qui feront réfléchir également. Les équipes chez les fourmis, c'est parfois incompréhensible. Comment font-elles, comment décident-elles l'une après l'autre de monter un pont comme ça, s'accrochant l'une à l'autre? Qui sera la première, qui sera la dernière, qui sera au milieu? Qui a d'abord eu l'idée de le faire? On ne sait pas. Mais elles le font. Et des ponts comme ça, j'en ai vu de plusieurs mètres de longueur. Ça existe. Dans les communautés de fourmis, il y en a qui font du jardinage, par exemple des champignons. Ils cultivent des champignons pour nourrir la communauté. Ils font de l'élevage de pucerons. Elles trayent les pucerons pour en retirer le lait. Les fourmis transportent leurs blessés, les mettent de côté. Il ne faut pas les tuer, hein? Non. Il ne faut pas les abandonner. Non, pas non. Mais elles les mettent de côté et elles s'en occupent. C'est une vie sociale tout à fait inconcevable. Celui qui ne saurait pas, qui ne s'y intéresse pas. Ça existe. Et tous ces éléments-là font qu'on peut être certain maintenant, après toutes ces observations, je le dis en passant, ont été modélisées en mathématiques, et nous avons repris modélisation dans notre bouquin. On en parlera un petit peu après, et c'est Samuel qui s'est occupé de ça. Les fourmis sont capables de planifier. Les fourmis ont des intentions, elles veulent faire quelque chose. Avant de le faire, elles l'ont décidé. C'est important. Ce n'est pas moi qui vais vous expliquer pourquoi, ni comment ça se passe. Mais en tout cas, ça existe. Elles ont des intentions, elles ont un but. C'est comme on dit maintenant, de goal-oriented management. Elles l'ont. Et ça se remarque simultanément dans plusieurs équipes à la fois, quel que soit le travail qui doit être fait. Les fourmis prévoient également. Exemple qui me permet d'introduire une toute petite notion mathématique.
Prenez une colonie de fourmis qui décident d'aller autre part, parce qu'elles sont dérangées, parce qu'il n'y a plus rien à manger, parce que l'environnement se dégrade. Elles arrivent devant un obstacle. Supposons un tronc. La colonne va décider, et on l'a remarqué plusieurs fois, la colonne va décider de se séparer en 2 groupes. Eh bien, croyez-le ou non, la séparation en termes de quantité, en termes de nombre d'individus, cette séparation se fera toujours sur la base du nombre d'or, de près 1,618. Toujours. Pourquoi? Parce que la communauté sait dans son intelligence, dans son intuition, la communauté sait que pour pouvoir reconstruire une nouvelle communauté en supposant que la grosse majorité tombe dans un piège et meurt, pour que la communauté survive, il lui faut un minimum de la plus petite section du nombre d'or. Ça, c'est toujours vérifié dans toutes nos observations. C'est relativement important à savoir. On le reverra tout à la fin de la conférence avec un autre exemple. Mais la fourmi sait aussi faire des compromis. La fourmi sait aussi, lorsqu'elle a un choix, face à un problème à résoudre, la fourmi sait se dire « Ok, ça j'abandonne et je vais faire ça ». Et en général, la décision est bonne. Pas toujours, mais en général, la décision est bonne, comme chez les humains. Nous allons maintenant laisser la parole à Samuel, qui va vous résumer un peu ce qu'il a remarqué d'important et de significatif dans l'ouvrage que nous avons édité et dans l'étude, et il va vous expliquer pourquoi il est persuadé que notre façon d'aborder les choses, notre façon d'aborder les problèmes et notre façon d'observer les solutions potentiellement à mettre en place, typiquement dans la gestion de crise dans des sociétés complexes. Samuel va vous expliquer pourquoi. Il pense que ça pourra vous être utile et que peut-être un jour, je reviendrai face à vous, face à vos groupes de travail pour essayer de trouver les solutions les plus efficaces. Voilà. Allez Samuel, courage. Bon, merci. J'espère que vous avez bien écouté. Je vais aller un peu rapidement en essayant de ne pas trop perdre de temps. Alors, j'espère qu'on ne vous a pas tous perdus parce que on est parti un peu loin, nos préoccupations et de l'opérationnel. Donc, je vais tenter un peu de raccrocher tout ça à des choses qu'on peut vivre tous les jours. Ce que j'ai retenu du livre, en tout cas, et que je voulais partager avec vous, c'est qu'un système devient intelligent, d'après l'étude, et adaptatif quand il y a communication. Il n'y a pas d'autre solution que de communiquer. Et la communication, il ne faut pas la confondre avec l'information. L'information, on en a tous. On est assailli de mails, de comptes rendus, d'écrits professionnels ou autres informations variées qui nous empêchent le plus souvent d'avancer, de créer, en nous rendant prisonniers, en fait, de notre incapacité à la gérer ou à l'ingérer, on pourrait même dire. Ici, dans les rencontres partenariales, nous cherchons à créer un espace d'expérimentation sur d'autres modes de communication et de travail. Et ce, afin de rendre notre organisation plus agile, enfin nos organisations. Sachant que chaque personne, comme le prouve aussi dans l'étude, chaque individu, chaque agent, chaque fourmi, et donc chaque humain, peut apporter au partenariat dans sa pratique. Alors effectivement, il y a une autre personne qui parle bien du biomimétisme d'une façon un peu plus philosophique que Monsieur Le Prince, et que vous avez cité, c'est Idriss Aberkan, qui m'a fait rentrer un petit peu dans cette idée du biomimétisme et qui avait peut-être des choses à creuser. Alors il fait la démonstration rapide. Vous donnez 20 € à quelqu'un dans la rue et cela vous rend plus pauvre. Mais quand on donne de la connaissance, eh bien on devient tous plus riches.
Autrement dit, la communication, c'est le pari que nous allons tous nous enrichir. Et c'est sans limite. D'ailleurs, s'il y avait une économie du partage de la connaissance, ça existe dans certains pays, elle serait qualifiée de développement durable. Il n'y a pas de fin. L'apport scientifique aujourd'hui présenté par Jean Leprince, en lien avec les aspects naturels d'un fonctionnement du système sociétal assez singulier, on l'avoue, vient compléter en fait assez rapidement dans les lectures que j'ai pu faire au diagnostic sociologique ou biologique du travail en situation complexe. Et cet apport scientifique vient également conforter l'approche systémique qu'on voit apparaître dans nos travaux, les approches conceptuelles des organisations aussi, dans les consultations de psychologie, dans les entretiens d'admission. Je pense même aux ESS, où on est sur de la collaboration. Alors en effet, ces règles naturelles nous permettent de prévenir l'instabilité et la dynamique d'un groupe, qui fatalement, devant une difficulté majeure, se dirige soit vers l'anarchie, soit vers la dictature. Alors j'ai essayé de me faire un petit peu quelque chose pour vous expliquer ça rapidement, sans trop être... Ah, hop. Alors, quand on a un groupe et qu'il a une difficulté, vous en avez sûrement rencontré, il va soit vers des problématiques où ça devient l'anarchie, tout le monde donne son idée, et puis voilà, on ne sait plus quoi faire en fait, ou soit vers dites-nous ce qu'il faut faire, et puis ça devient un peu une dictature sur les procédures à obéir et pas une autre, et on va dire quelque chose de très peu agile. Alors au milieu, il y a une zone d'équilibre, zone de confort. Alors dans leur modèle, là c'est un modèle 2D que je me suis fabriqué sous le regard de Monsieur Leprince, mais en fait dans leurs études c'est un modèle en 3D, donc c'est bien plus complexe que ça, et il y a bien plus de positions. Et entre les deux, il y a plus ou moins des contradictions, ce que vous avez un peu énoncé tout à l'heure. Voilà. Si je fais un comité qualité, je regarde mon cher directeur, et qui nous impose des procédures, oui, ça va faciliter, mais ça va peut-être apporter d'autres contradictions, d'autres contraintes. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on veut pour être dans une zone d'équilibre et de confort. Donc, alors, voilà. Contradiction, contrainte et conflit. Donc voilà, pour vous donner un petit peu un éclairage de ce que pourrait nous apporter, ne serait-ce qu'à la lecture, l'étude en tout cas d'organisation sociétale dans la nature. La méthode Biotree semble avoir ainsi des possibilités illimitées dans notre secteur. Conduire du changement, ça je parle, ça résonne chez pas mal d'entre nous. Prévenir des RPS, les risques psychosociaux, comment on peut faire en fait. Ou tout simplement permettre une aide à la décision en prenant en compte un système complexe. Et pour le grand enjeu qui nous rassemble peut-être aujourd'hui, une société réellement inclusive, ce qui n'est pas une masse à faire. Alors nos systèmes doivent s'adapter à l'humain et au groupe d'humains. Et alors là, je vais encore reciter un petit peu une allocution d'Idriss Aberkan. C'est pas au pied de s'adapter à la chaussure, mais à la chaussure de s'adapter au pied. Et ça avant 1850, grâce à l'arrivée de Godillot, du prénom Alexis, la chaussure droite et gauche n'existait pas. Il faut le savoir. Donc, tout ça pour dire que il y a bien des choses à réfléchir. Alors, effectivement, Idriss Aberkan, je voulais vous en dire un tout petit peu plus. Il reprend plein de concepts. Je vous engage à l'écouter sur Internet, puisqu'il a pas mal de choses qu'il diffuse. Mais il reprend aussi un concept avec le concept d'une idée révolutionnaire qui passe toujours par 3 phases. Une ridicule, une dangereuse et une évidente. Et en fait, ça me semble un peu ridicule, et peut-être ça vous semble, ridicule de comparer la fourmi aux hommes. Même si Weber a fait bien son travail avec son livre, cela peut paraître aussi un peu dangereux, même de croire que des si petits insectes peuvent nous aider à comprendre notre monde d'hommes intelligents, complexes. Et en fait, c'est assez évident que les logiques opérantes dans les groupes sociétaux, quels qu'ils soient transposables.
L'humain a toujours fait du biomimétisme, en fait. Hein. Depuis la nuit des temps, il a essayé d'imiter la nature. Donc voilà, mon message était un peu de dire qu'il est pour moi assez urgent de prendre conscience avec l'humilité. On entend parler l'humilité dans la bouche de Monsieur le Prince, mais dans nos rencontres aussi de partenariales, l'humilité, c'est un mot qui revient beaucoup quand on veut travailler à plusieurs et encore plus quand on vient d'une autre association ou d'une autre structure, tout simplement. Et en fait, cette humilité, nous avons un besoin naturel les uns des autres pour co-construire le partenariat. Alors peut-être qu'effectivement, si on n'a pas cette humilité, on peut craindre quelque chose que vous connaissez tous, de voir débarquer les gilets jaunes dans nos institutions ou dans nos services, puisque même en Belgique, hein, ça fait son effet, et que si on n'est pas un petit peu co-constructif, on risque de casser la machine du partenariat. Et c'est bien dans cette intelligence collective au service du partenariat qu'on va retrouver du sens. Et c'est aussi cette intelligence collective que nous voulons faire partager dans les ateliers participatifs que vous verrez tout à l'heure avec Cécile Wilke-Fabia. Et tout ça, c'est simple à dire, mais c'est pas facile à faire. Hein. C'est comme le sport, hein, c'est bon pour la santé, mais ça demande un effort. Et puis plus on en fait, plus c'est facile. Alors voilà, je voulais aussi à ce moment-là remercier tous les sportifs du social qui ont mis en œuvre, parfois sans le savoir, cette intelligence collective au service du partenariat et de la fluidité dans les parcours. Donc la question restante, c'est donc comment avec le biomimétisme comme atout dans le travail en situation complexe, nous pouvons innover pour rendre du sens à nos pratiques et surtout de la fluidité dans les parcours des personnes que nous accompagnons. Donc nous cherchons tous, et j'en suis convaincu, à éviter les écueils et la recherche scientifique exposée aujourd'hui, mais en valeur des principes pour mieux les éviter. Alors on va être peut-être un peu plus clair, mais on ne pourra pas tout vous expliquer. Donc il y aura évidemment à prendre contact ou à en reparler ou à lire les livres qui sont proposés à la vente à la sortie. Et donc pour aller plus loin, là je rends la parole à Jean Le Prince. Merci. Merci Samuel. Rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de lire ce gros bouquin pour en savoir plus. Moi-même, je ne l'ai pas lu, je l'ai traduit seulement. Il y a des pages que j'ai totalement zappées, tellement cette mathématique me rappelle des années difficiles. Bref. Oui, vous avez reçu un petit résumé. Et il est aussi déchargeable sur le site qui a été développé par Samuel. Oui, je vais revenir sur le... C'est du direct. Hein. Pas que même un TF1 aux époques. Voilà. C'est une des premières conclusions. Je vous laisse lire, ça me paraît suffisamment évident. On a tendance parfois, j'ai entendu ça extrêmement souvent, et je l'entends toujours, heureusement de moins en moins souvent. Pour la nature, c'est une question du hasard. Bon, ça vient parce que ça vient, puis voilà. Un petit peu comme le caca d'éléphant qui va déposer des graines non digérées un peu partout, ça fait replanter d'autres, ça fait repousser d'autres arbres. Pas vrai. Il faut aussi se demander pourquoi la nature a fait que l'éléphant n'a pas tout digéré. C'est une autre façon de se poser la question, mais il faut avoir l'humilité de se la poser. Vous avez reçu, oui, le petit papier, le petit carton. Ah d'accord, ok. Vous avez reçu un bloc-notes. Je vais vous demander, ce n'est pas obligatoire, mais ça nous ferait plaisir, et en tout cas ça nous aiderait pour les prochaines fois, à écrire sur un papier vierge un mot, minimum 2, 3, c'est parfois très difficile, de ce qui pour vous résume votre ressenti de cette conférence et du sujet de cette conférence. Pas forcément dire si c'était bien ou pas bien, mais essayez de le qualifier avec un mot.
Je vous demanderai aussi, sur ce même papier, de nous indiquer, ça sera repris par Samuel, de nous indiquer vos coordonnées email si possible, et s'il vous plaît en caractère majuscule d'imprimerie, que l'on puisse être certain que ce sera correct. Et puis vous déposez simplement dans l'urne en sortant. Deux dernières petites choses, non trois. Je ne suis pas ici avec des raisons commerciales en tête. Votre projet m'intéresse énormément socialement. C'est une excellente opportunité pour moi de porter ce message en France, de l'utilité que nous pouvons avoir avec notre méthode et au travers de nos études, d'aider à l'efficacité de votre démarche. Vous pourrez, si vous avez encore d'autres questions qui vous reviennent plus tard, vous pourrez prendre sur la table à la sortie, à la réception, mes cartes de visite. Vous pouvez m'envoyer les questions que vous souhaitez. Vous aurez aussi les coordonnées de mon site internet. Je sais que je n'ai pas été suffisamment clair, probablement, ou suffisamment concret, ou peut-être que vous pensez que je vous aurais emmené dans des contrées parfois inutiles. Mais je vous jure que ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer que dans la première partie de mon exposé, quand je parle de méthode des contradictions pour la résolution de problèmes, c'est une méthode que nous avons suivie. Et sans cette méthode-là, nous ne serions pas actuellement à l'Agence spatiale européenne. Nous ne serions pas sur les sites des Jeux Olympiques. Nous ne serions pas chez Philips et nous ne serions pas chez vous non plus parce que nous avons étudié les fourmis. Notre étude sur les fourmis, notre étude mathématique sur la gestion de crise dans les communautés de fourmis, elle a été mise au point grâce à cette méthode. Tout est affaire de méthode et tout a été de pas en pas. Et peut-être que j'aurai la chance de revenir l'année prochaine, vous parler de notre tout nouveau projet qui est colossal, mais dont je ne peux encore rien dire pour l'instant. Ça viendra. Moi-même, je ne sais pas encore tout. J'ai beau être le patron, c'est pas pour ça que je sais tout. Oui, dernière chose, j'ai eu l'occasion de sauver quelques livres d'un récent incendie qui a eu lieu à la maison dans mon bureau. Mais j'ai encore ici deux livres manuels de l'inventeur, 3 livres sur l'étude des fourmis. Que je vais malheureusement je dois les vendre, il faut bien qu'on vive aussi. C'est 30 € pour le manuel, c'est 60 € pour les fourmis. Pour les finances, malheureusement je n'ai pas de machine à payer électronique, mais on trouvera toujours une solution. Enfin bon, si vous le voulez, il faudra peut-être vous dépêcher. Je vous dis tout simplement que c'est moins cher que ce qui est disponible sur Amazon. Amazon livre en 24 heures. Ici, bon, c'est un petit peu moins cher parce qu'il y a un petit peu encore quelques traces de suie. Vous aurez encore un petit peu de moi dedans. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ah oui. Donc, comme je l'ai signalé à Samuel, et comme je viens de vous le dire, je ne suis pas ici pour des raisons commerciales, mais j'espère quand même vous avoir convaincu que notre méthode pourrait être utile pour vous faire avancer dans vos recherches. Et nous sommes évidemment disponibles avec nos experts pour vous aider à débrouiller ce genre de problème. Comment est-ce que ça se passe? La première étape, c'est que nous venons d'abord chez vous. Il y a d'abord la conceptrice de la méthode, entre guillemets, fourmi. Malheureusement, elle ne parle pas français, elle parle anglais et russe, notamment. Mais elle ne parle pas français, donc nous viendrons à deux. On va d'abord analyser le problème. On va vous poser des tonnes de questions pour bien comprendre toute la structure de fonctionnement de vos diverses associations lorsqu'elles collaborent ensemble. Et puis c'est seulement après que nous reviendrons
avec des possibilités de solutions, en tout cas des remarques constructives qui seront évidemment laissées à votre appréciation. C'est comme ça que nous fonctionnons généralement. Nous sommes disponibles également pour venir en entreprise ou pour venir sur site pour donner des formations complètes sur la méthode des contradictions, sur la méthode Biotrice. Enfin, ça me paraît évident. Voilà, bon, quelques-uns de nos partenaires pour vous donner quand même une idée de notre réputation sur le marché depuis un peu moins de 20 ans maintenant. Voilà, c'est fini. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, on vous écoute. Si jamais il y avait des questions, vous avez votre appuyé pour avoir le micro. Du coup, si vous n'avez pas de questions, on vous libère pour une courte pause. Pour les ateliers participatifs, il faudra donc retourner vers l'entrée et prendre l'escalier. C'est les premières portes en haut de l'escalier. Vous avez donc une petite pause pour souffler et venir discuter avec Monsieur le Prince si vous le souhaitez. Merci de votre attention. Ah, si, oui. Si, oui. Voilà. Le problème est posé par Philips, le département arctique. C'est un des départements qui s'occupe de développer du matériel médical de pointe. Parmi ce matériel médical, Philips avait depuis un certain temps déjà développé et fabriqué ce qu'on appelle les actuateurs. Bon, je vous explique. Prenez un petit tube dans lequel doit passer un fluide quelconque de gauche à droite. Mais on doit l'aider un peu, ce fluide, parce qu'il n'y a pas la dynamique. Ce n'est pas comme le sang dans les artères qui est pulsé par l'abattement. C'est plutôt, allez, je veux dire, comme l'éclair qui remonte des poumons. Il n'y a pas un mouvement naturel. Ce mouvement, il est provoqué par quelque chose qui se trouve à l'intérieur. Bon. Et ça, Philips voulait le fabriquer de manière industrielle. Sachant que ce fluide qui est visqueux, quand il est vraiment à très petite dimension, donc ce sont ce qu'on appelle des actuateurs microfluidiques. Donc ce sont des tubes, si vous voulez, de très fine dimension, souvent sous le micron. Donc quand le liquide devient solide, on ne peut plus le faire bouger. Mais il faut quand même lui imprimer un mouvement de façon à ce qu'il passe de gauche à droite. Au départ, c'est de la microtechnologie, même de la nanotechnologie. Dans ce tube, Philips avait placé des petits bâtonnets rigides qui étaient gauche-droite. Et ils avaient quand même la chance qu'en fonction de la matière de ce fluide, il avançait un peu plus qu'il reculait. Donc ça avançait quand même. Mais ce n'était pas l'idéal. Alors, ils nous ont demandé comment est-ce que dans la nature, comment ça se fait dans la nature. Bien, chez l'homme, c'est fluide. Donc, je vous ai cité le mucus dans les breuches, mais c'est aussi le liquide céphalorachidien. Il n'y a pas non plus de pompe qui le fait avancer. Ce sont ce qu'on appelle des cils. Des cils, on peut dire des cils vibratiles aussi. Le cil, on
on comprend aisément que ce cil dans le petit tube, il doit être rigide pour faire avancer la matière, mais contrairement à ce que Philips faisait avant, il ne peut pas être rigide pour retourner à sa place, autrement il va le repousser. Donc on n'aurait rien trouvé. Donc ce qu'il fallait trouver, c'est dans la nature le modèle d'un cil qui était rigide pour pousser et puis qui se rétractait et qui se repliait pour revenir en arrière. Et c'est ce qui a été recherché et découvert, mais encore fallait-il le mettre en œuvre. Et de nouveau, on repart sur la matrice de contradiction. Ici, c'est une matrice simplifiée. On a un problème entre une énergie. Si le bâtonnet reste rigide, on va consommer beaucoup trop d'énergie pour faire avancer un petit peu alors qu'on en repousse les trois quarts. Et il fallait donc adapter cette forme, la forme de ce bâtonnet, de ce cil, et cette matrice des contradictions. Je ne peux malheureusement pas rentrer dans les détails ici. On a vu comment ça fonctionne tout à l'heure. Cette matrice de contradiction, je vous le repasse. Vous voyez, il nous cite les principes inventifs 1, 3, 4, 15 et 16. On les passe en revue rapidement. Le principe numéro 1 de segmentation nous dit, c'est écrit en général aussi dans les manuels, ça doit être souple, mais pas partout. Donc on doit segmenter une partie souple, une partie dure. Quelle on ne sait pas encore. On doit aussi faire attention à la qualité locale, c'est-à-dire des parties doivent être souples et d'autres doivent être rigides. Ça semble un peu une répétition, ce n'est pas tout à fait le cas. On le voit quand on développe un peu plus loin. Pour ce faire, puisqu'il y a deux parties qui sont différentes, on fait appel aussi à un principe d'asymétrie. Donc on confirme bien, encore une fois, que le petit cil, que le petit bâtonnet qu'on va devoir construire doit déjà répondre à tout ça. Et en fait, on confirme de plus en plus, les principes inventifs nous confirment qu'on est sur la bonne voie. Ensuite, le principe numéro 15 dit on doit fournir une certaine dynamique. Et cette dynamique-là, effectivement, puisque c'est articulé, c'est dynamique. C'est dans l'essence même, en tout cas pour un physicien. Et ensuite, le principe 25, self-service, il doit tout faire seul. La souplesse et la rigidité doivent apparaître seulement quand on en a besoin et en fonction du mouvement qu'on veut imprimer. Et donc, la solution qui a été adoptée par rapport au-dessus, un bâtonnet rigide qui était au départ celui de Philips, on dit qu'il doit être asymétrique, il doit être différent, il doit être segmenté des deux côtés. Alors, on segmente au-dessus en plusieurs morceaux de façon à ce à chaque partie puisse se séparer. Il doit être asymétrique, c'est-à-dire il doit être rigide quand il va aller dans un sens, mais parce qu'on a séparé les différentes parties du bâtonnet, il doit pouvoir se plier aussi dans l'autre sens. On comprend bien qu'au-dessus, si on veut le plier, chaque petite partie va coincer l'une contre l'autre et on ne va pas y arriver. Par contre, dans l'autre sens, oui, il va le faire. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a confirmé, donc après avoir découvert comment ça se passe dans le corps humain, mais aussi dans la nature, par exemple pour la montée de la sève dans les arbres, on a confirmé que c'était bien ces petits éléments, ces petits modèles naturels qui allaient être la source de la nanotechnologie qu'on allait devoir utiliser pour Philips. Il est évident que d'emblée, les ingénieurs de chez Philips, les ingénieurs techniciens, les ingénieurs civils n'auraient jamais pensé à faire cette segmentation. On a donc dû passer deux étapes. Première, comment ça se passe dans la nature? Est-ce que nous avons des modèles? Et trois, avec la méthode, on a dû
nous prouver à nous-mêmes qu'on était sur la bonne solution. Vous voyez, ici, on est un petit peu à l'envers. On n'a pas d'abord découvert les principes pour fabriquer quelque chose. On a d'abord trouvé le modèle parfait, mais, parce qu'il faut rester prudent quand même, on s'est fait confirmer par la méthode que c'était bien la bonne voie à suivre. Et cet appareil est maintenant breveté. Et il est en fonction depuis quelques années chez Philips. Ça fait à peu près 3-4 ans maintenant. Voilà. C'est l'exemple le plus simple que je pouvais vous montrer en termes de bio, en tout cas. Mais vous pourrez en trouver d'autres sur nos sites, soit en français, soit en anglais. Nous avons deux sites internet dans lesquels vous pourrez retrouver beaucoup d'exemples de résolution de problèmes, et ceci dans tous les domaines. Bon, moi, je suis un homme de marketing. J'utilise la méthode Biotreez et la méthode Treez pour développer des campagnes, pour développer des concepts, pour développer des slogans publicitaires, même pour développer des campagnes. On utilise la méthode Biotreez en finance. On utilise la méthode Biotreez médicale. On utilise la méthode Biotreez dans plein de domaines différents. Aussi en administration, en gestion, en management. On vient de le voir. Parce que si on veut de l'efficacité, tout est affaire de méthode. Il faut absolument bannir, non 100%, mais il faut bannir l'intuition. En tout cas, si elle n'est pas réfléchie après. Il faut bannir l'intuition, il faut oublier le hasard. Ça ne sert plus à rien. Ça peut encore servir. Peut-être que Steve Jobs a eu un jour une intuition et ça a bien fonctionné. C'est extrêmement rare. Merci. Oui, je voudrais poser une question parce que je n'avais pas bien compris la méthode. C'est pour ça que j'étais un peu couate avant votre exemple. Si j'ai bien compris, c'est le principe de travailler sur les contradictions, mais ce que je ne comprends pas, c'est les principes, d'où ils viennent et comment on les choisit, qu'est-ce qui fait que... Okay. Voilà. Le concepteur de la méthode au départ, donc il a commencé en 1946, c'était un officier de la marine, ingénieur. Il s'est dit au départ, je vais lire et étudier tous les brevets qui me paraissent les plus importants, les brevets technologiques. Ça peut être le brevet pour la dynamo, le brevet pour la future éclair, le brevet pour des tas de choses. Et il a classifié les solutions qui étaient citées dans les brevets. Il en a fait, il a fait une quarantaine de familles et il les a appelés des principes inventifs. C'est-à-dire, par exemple, je vous citais tout à l'heure le principe, tiens, je vais faire à l'envers. Ben, c'est un principe qu'on retrouve dans énormément de brevets. D'accord ? Le principe de segmentation, ça se retrouve dans énormément de brevets. Figurez-vous que, bon, ce brevet est mort maintenant, le petit fromage en dosette, au départ, c'était un brevet. Personne ne pouvait le faire. Maintenant, c'est dans le domaine public, mais personne ne pouvait. Donc ça, c'est encore un brevet, un principe qui a été découvert dans les brevets technologiques. On peut faire la même remarque à propos des paramètres. On a parlé de paramètres et de brevets. Contradiction entre différents paramètres. Bien, le concepteur de la méthode a déterminé qu'on pouvait qualifier une situation avec 39 paramètres, donc sa température, sa longueur, sa masse, etc. 39. Il n'était pas nécessaire d'en avoir plus. Parce que beaucoup sont un peu des poupées matrioshka, un peu des poupées gigognes. Et ces 39 paramètres, on les retrouve aussi, forcément, dans tous les brevets. Un brevet dit, ben voilà, ce bidule, il pèse 10 kilos. Mais ce bidule, je voudrais bien pouvoir le transporter avec très peu d'énergie. Mais ce paramètre poids, masse, existe dans les brevets. Donc c'est cette observation et cette classification des paramètres et des solutions qui ont été classifiées. Et donc dans un brevet, on trouve à la fois le type de solution qui a été adoptée
et les paramètres pour lesquels on a créé cette solution. Est-ce que c'est une solution pour contrer un poids, pour contrer une température, pour contrer une pression, pour contrer une corrosion? Tous ces paramètres se retrouvent dans tous les brevets. Tous les principes inventifs se retrouvent dans les brevets. Il a suffi de les classifier. Et la grande différence par rapport entre cette découverte de cet ingénieur Altshuler et nous, c'est que lui, il va donner des exemples au niveau technologique, ça s'appelle la méthode TRIZ. Tapez TRIZ dans Google, vous avez plus de 3 millions de références, c'est pas n'importe quoi. Mais je vais vous dire juste après, pourquoi ce n'est pas tellement connu. Bien, donc, lui, il va vous donner des exemples au niveau technologique, il va dire, observez cette grue-là, comment elle fonctionne, et répéter ça à un autre niveau. Nous, on va dire, regardez cet arbre, comment il fonctionne. Regardez cet animal, comment il fonctionne. Donc, les principes, les paramètres restent les mêmes, mais les exemples qu'on va aller chercher seront différents. Alors, pourquoi est-ce que cette méthode, tant TRIZ que BioTRIZ, n'est pas très connue maintenant? C'est tout simple. 1946 à 1950, on est en pleine guerre froide. Et cet ingénieur dont je vous parlais, c'est officier de la marine soviétique. Donc on peut très bien comprendre les freins qui ont été mis par nos ingénieurs à nous, en Europe, mais aussi ailleurs, aussi aux États-Unis. C'est soviétique, oh bitch. Non, ça, on n'en veut pas. On en était toujours resté aux vieilles idées. C'est russe, c'est pas bon. Eh bien, nous avons tenu bon et on a continué. Notre entreprise, tout comme les méthodes TRIZ en général, rencontre un énorme succès en Allemagne. Malgré tout maintenant aux États-Unis aussi, mais surtout en Asie. Toutes les universités technologiques coréennes enseignent notre méthode. Toutes. Ici, en Belgique, France, pardon, quand j'essaye de parler de cette méthode, vous savez ce qu'on me dit? Je suis en face d'un ingénieur ou d'un chef d'entreprise. Il me dit, hé gamin, alors, bon, maintenant il dit plutôt, hé papy, on ne t'a pas attendu pour être malin. Hein. On a des diplômes, on est allé à l'école, on a de l'expérience, on sait comment il faut faire. Eh bien, alors fais-le. Hein. Ben, comme il n'y arrive pas, eh ben, alors on revient. Il a dû passer par la case humilité. Et ça, c'est la grosse difficulté de tout consultant d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais tous les consultants ont cette même difficulté de se faire accepter comme une idée qui vient de l'extérieur, parce que le principe « not invented here », c'est très, très, très important, c'est encore très ancré chez nos industriels. Donc il faut encore un peu leur ouvrir l'esprit. C'est aussi un peu ce que j'espère avoir fait ici aujourd'hui. La réponse vous convient? J'ai une autre question. Je vois, là, vous avez présenté un problème technologique. Enfin, nous, on est plus dans la gestion, on va dire, de groupe. On parlait effectivement d'intelligence collective, de communication. J'arrive pas à faire le lien entre les deux là. Je vois pas bien. Comment on peut passer de l'un à l'autre? Quels sont les liens possibles? Quelle serait la plus-value pour nous de ce genre de méthode, puisqu'on n'est pas, a priori, on n'est pas issu du monde technologique, même si on peut s'en inspirer, je vois pas comment. Je vous comprends bien. J'aurais beaucoup de peine à vous expliquer, ça demanderait une conférence de 2 heures en plus, comment on peut passer de l'observation des fourmis à votre problématique spécifique. Mais je vous jure qu'il y a une correspondance. J'ai peut-être été un petit peu trop long sur le développé de la méthode, mais il était très important que vous soyez au courant de notre façon de travailler à base pour avoir d'abord confiance en notre capacité intellectuelle de résoudre des problèmes. Maintenant,
Comment passer de cette méthode à votre problématique? On se retrouve un petit peu dans le même sens, dans le même cas de figure à l'Agence spatiale européenne, où quand on se trouve face à des responsables des Jeux olympiques, lorsque nous travaillons la problématique du terrorisme, et nous l'avons fait en 2012 avec grand succès à Londres, il n'y a pas eu un couac. Pourquoi de nouveau, c'est encore grâce à notre méthode, et c'est notre méthode qui nous permet non pas forcément de trouver une solution, mais notre méthode nous permet de bien observer et de bien analyser scientifiquement, systématiquement, tous les paramètres d'une situation, et même d'une situation extrêmement complexe. C'est en observant les paramètres et en utilisant après notre méthode pour déterminer où voyons-nous une contradiction entre tel paramètre et tel paramètre. Je vais dire n'importe quoi. Un paramètre serait peut-être l'âge moyen des membres d'un groupe de travail. Vous êtes plusieurs groupes de travail, vous êtes plusieurs institutions à travailler ensemble. Un des paramètres peut être l'âge moyen d'un groupe. Un autre paramètre pourrait être le niveau d'éducation d'un autre. Un autre paramètre pourrait être l'éloignement, pourrait être une difficulté de communication, par exemple. Un autre paramètre pourrait être le type de langage utilisé. Souvent, lorsque mon médecin essaie de m'expliquer pourquoi je suis malade, je n'y comprends rien du tout. Ce que je veux, moi, c'est une solution. Chaque groupe peut avoir ses références spécifiques, peut avoir son langage spécifique. Et sans que vous vous aperceviez, on peut, avec notre méthode et notre observation, on peut s'apercevoir qu'il peut y avoir une friction entre deux parties, entre deux groupes différents, sans que l'un ou l'autre de ces groupes ne s'en soit aperçu. Souvent, quand dans le cadre de ce genre d'organisation complexe, les problèmes, on ne les voit plus. Comme on dit au PS, on a toujours fait comme ça. Et on ne s'aperçoit plus que c'est un problème. Et c'est peut-être difficile à croire ce que je vous dis, mais on ne s'en aperçoit pas. On a toujours fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'on changerait? Et on ne s'aperçoit pas on ne sait plus mettre le doigt sur le paramètre qui dysfonctionne, ou sur la relation entre deux paramètres. Ça, c'est notre observation. Et pourquoi est-ce que nous... Allez, je vais être un peu pompeux. Pourquoi est-ce qu'on pourrait le faire mieux que vous? Parce que vous êtes dedans. Et nous pas. Exactement comme à la NASA. Et exactement comme à l'ESA. Ils ont leurs habitudes. Oui, d'accord, il y a un problème. Enfin, il y a toujours eu ce problème-là et ça n'a jamais donné d'effet catastrophique. Exagéré, ce que je dis. Hein. Mais très souvent, on passe au-dessus de ce qu'on a toujours vu. Et notre rôle et le rôle de notre méthode, à condition qu'elle soit conduite par quelqu'un qui la connaît, qui la maîtrise, notre rôle, c'est de mettre le doigt sur des choses que vous ne voyez pas. Et ensuite, quand on a mis le doigt sur un dysfonctionnement et qu'on a pu imaginer une éventuelle solution ou une éventuelle amélioration à cet état de fait, ce n'est pas des solutions qu'on vous impose. D'ailleurs, en général, les ateliers que nous conduisons, ce n'est pas nous qui apportons les solutions, c'est vous. Parce qu'on vous suggère des choses, on vous suggère des pistes, on vous suggère des mots, un peu comme les principes inventifs. Quand je suis devant un problème, je ne vais pas forcément toujours travailler avec la matrice de contradiction. Je vais simplement lire. Je vous donnerai en partant, c'est gratuit, c'est là. En 2018, j'ai un petit agenda, un simple agenda de poche. J'ai voulu faire à l'envers. Tout le monde fait ça sur son ordinateur. Moi, j'en ai refait un papier. Je vous jure que j'en ai vendu 1000 des comme ça l'année passée dans le monde entier. C'est un résumé, c'est un bref résumé de notre méthode des contradictions avec les matrices de contradiction.
et les 40 principes inventifs qui sont expliqués tant au niveau technologique qu'au niveau biologique. C'est en anglais, mais rassurez-vous, c'est de l'anglais simple, c'est moi qui l'ai écrit. Donc il fallait que je le comprenne. C'est gratuit, c'est cadeau pour vous. Bon, c'est un agenda 2018, mais la page de droite, vous pouvez toujours en servir pour prendre des notes. Donc je disais, quand je suis face à un problème ou à n'importe quelle occasion, j'ai un agenda comme ça sur moi et très souvent, je relis. Même sans raison, je relis les principes inventifs. Et ça me donne... Comme je vous expliquais tout à l'heure, il est arrivé qu'en lisant un principe inventif, je découvre quelque chose auquel je n'avais pas pensé, qui me fait revenir à un problème que j'avais ignoré. Et que donc, à ce moment-là, je peux le solutionner. Oui, madame. On m'entend comme ça, je ne suis pas obligée de passer par le micro. Non, je voulais juste faire un parallèle justement sur ce que vous disiez avec cette idée de mettre les contraintes, de pouvoir prendre conscience des contraintes. Je trouve que le tableau qu'on a vu et cette discussion-là, justement, de pouvoir se reculer de nos représentations, de nos filtres, parce que c'est toute l'essence du partenariat, en fait. Et qu'en étant chacun dans sa partie, qu'elle soit sanitaire, médico-sociale, sociale, on a effectivement tendance à ne voir les problèmes qu'à travers nos filtres et nos représentations. Oui. Et c'est lorsqu'on va croiser un autre partenaire, et qu'à plusieurs, on va finalement constituer ce fameux tableau, pouvoir voir les contraintes que l'autre ne voit pas parce qu'on les voit sous notre angle de vue, et nous amener à traiter un problème de façon plus scientifique, c'est-à-dire en venant se contredire soi-même, parce que sinon on aurait toujours tendance à trouver les mêmes solutions. Et c'est là qu'on va pouvoir trouver ces principes inventifs que met en exergue ce fameux tableau, principes inventifs qu'on met en exergue quand on vient croiser nos partenaires, justement. Et voilà, du coup, Oui, je suppose que vous êtes arrivé souvent dans vos groupes de travail de voir des problèmes chez l'autre. C'est ça ce qui est génial. Maintenant, il faut demander à l'autre de voir l'humilité, de le reconnaître. C'est-à-dire de reconnaître votre sagacité et vous ferez la même chose avec lui. C'est ça, et l'autre pourra me montrer. Voilà. Voilà. Il ne faut pas craindre d'être ridicule, ou il ne faut pas craindre l'opprobre public. Si votre groupe, j'entends les institutions toutes ensemble, hein, vous qui travaillez tous ensemble, faut pas craindre qu'on dise que chez vous c'est le chaos. Hein. Certainement pas. Vous savez, le Tao, cette grande philosophie du Tao, elle dit notre monde est né du chaos. Le chaos est nécessaire pour les gilets jaunes. Ce n'est qu'une petite partie de la problématique. Hein. Mais c'est lorsque l'institution suprême, à quelque niveau que ce soit, mais l'institution suprême verra que le chaos est à nos portes, là, ils vont peut-être commencer à réfléchir. Et peut-être que ça fera bouger les choses. Donc, n'hésitez pas. Engueulez-vous ensemble. Dites ce que vous avez sur le cœur. Oui, mais ça ne va pas chez toi. Vous n'auriez pas osé, normalement, parce que c'est un chef, ou parce qu'il est politisé, ou parce que vous venez d'arriver, ou parce que vous n'avez pas de diplôme. On ne sait rien, ou bien parce que vous êtes petit et gros, et qu'on se moque de vous généralement. Mais non, dites-le. Autrement, vous servez à quoi? Mais encore une fois, l'autre doit être dans ce même esprit. Vous savez, madame, moi, j'ai aucun diplôme. Rien. Je parle 6 langues, mais je n'ai pas de diplôme. Mais c'est ma force. Je n'ai pas peur de parler en public, c'est une autre force. Bon, parfois je suis nerveux, parfois j'ai très soif. Chacun a sa force. Mais j'ai aussi la force de dire à l'autre quand ça ne va pas. Et je ne laisse pas pourrir un problème. Mais j'ai aussi j'ai développé l'humilité d'écouter quand on me reproche quelque chose. Et puis je fais la part des choses. Parfois je n'écoute pas. Voilà.
Ben, je crois que c'est bon. Merci pour votre attention en tout cas. Donc merci encore pour votre attention. Donc si vous voulez passer prendre un petit agenda, c'est devant. Les livres à vendre, c'est ici aussi. Et puis on se retrouve pour ceux qui sont à l'atelier au premier étage. Merci.